Alors, dernière table ronde. La thématique, elle vous est familière. Transmettre et illustrer aéré. Aéré, programme que vous connaissez. Approcher, écouter, réconforter, encourager et renseigner. Pour cette table ronde, nous avons un tout petit changement. 3 intervenants étaient prévus. L'un d'entre eux, Yann Dante, a indiqué qu'il souffrait et qu'il était cloué au lit. Donc, nous avons 2 intervenantes que d'ailleurs j'appelle à rejoindre la tribune. Nous avons à la fois Caroline Giannignazi et Agnès Aubert. On peut les applaudir. Je vais en quelques mots présenter Agnès Aubert, je répète les noms et les prénoms, et Caroline Giannignazi. On a eu l'occasion d'échanger avant cette table ronde. Alors, je ne vais pas pouvoir faire la synthèse de tout ce que vous m'avez raconté, c'était très riche, mais je vais essayer de ne pas trahir le sens de votre témoignage, et on va vous laisser la parole. Agnès Aubert, vous êtes bénévole UNAFAM, formatrice PSSM depuis 2019 et également instructrice. Et vous avez par ailleurs été ou êtes bénévole au sein de l'hôpital psychiatrique Charles Perrins à Bordeaux. Et vous m'avez indiqué, et c'est le point commun aussi avec Caroline, et j'ai un petit blanc de mémoire, mais vous allez rapidement me corriger. L'une d'entre vous m'a dit, j'ai trouvé la formule à la fois très douce, mais et aussi assez forte, j'ai été usagère de la psychiatrie. Et ça veut dire que vous avez, d'une certaine manière, vécu les 2 mondes, à la fois comme personne ayant rencontré des troubles mentaux, et vous êtes engagé désormais dans une autre démarche. Quant à Agnès, vous m'avez dit également, et je crois ne pas trahir vos propos, que vous êtes rentré dans ce monde par un entourage familial très proche, où vous avez eu, pendant de longues années, à trouver les outils qui manquaient à ce moment pour pouvoir accompagner cette personne. Je poursuis pour vous, Agnès. Vous m'avez également dit quelque chose de j'ai trouvé très touchant et très intéressant, et probablement révélateur de ce que le programme aéré vous inspire personnellement. C'est cette idée de déstigmatisation. Et que la déstigmatisation des troubles mentaux est pour vous essentielle dans cette démarche. Et d'ailleurs, vous m'avez, et je terminerai sur les citations, vous m'avez confié que le programme aéré était pour vous une méthodologie d'approche vis-à-vis de soi-même. Certes, on peut le concevoir vis-à-vis des personnes qui vont recevoir cet ensemble de programmes, mais vis-à-vis de vous-même, c'était un point fondamental. Et je vous laisse sur cette transition témoigner à la fois du programme aéré et de votre engagement au sein de PSSM et au fond un peu la trajectoire qui a été la vôtre. Oui, je pense que le micro est ouvert. Bientôt. Ça marche? Oui, c'est parfait. Oui, alors en France, il y a 4,5 millions de familles qui sont concernées par la maladie d'un proche, et je suis une de ces 4,5 millions de personnes. Et donc, je suis tombée, quand je dis tombée, je pourrais plutôt dire je me suis fracassée dans l'univers de la psychiatrie il y a 23 ans, suite à la première crise psychotique de mon proche, dans un milieu et dans un monde qui m'était mais alors totalement étranger. Je ne connaissais la psychiatrie que par vol au-dessus d'un nid de coucou. Donc voilà, et il a fallu tout découvrir, tout comprendre, à un moment où on est quand même en prise avec des difficultés importantes, puisqu'il a fallu hospitaliser notre proche. Enfin, bon, je pense que tout le monde voit un petit peu les débuts. Ça, c'était il y a 22 ans, 23 maintenant.
Et j'ai donc adhéré tout de suite à l'UNAFAM, qui m'a soutenue. Mon premier rendez-vous, ça a été, j'ai pleuré pendant 2 heures, parce que je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait, mais vraiment pas du tout. Je pensais que c'était de ma faute, enfin, tout le discours habituel. Hein, bon. Et puis, j'ai commencé à me former à l'UNAFAM parce que je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne ce qui m'arrive. Il faut que je comprenne comment est-ce qu'on peut vivre avec ça. Et il faut surtout que je comprenne comment est-ce que je peux aider. Alors, c'était mon fils, hein, je vais pas, comme de toute façon, j'aurais fait le lapsus. Comment est-ce que je peux vivre avec mon fils et l'aider ? Parce que c'était quand même l'objectif. Donc, j'ai été formée, j'ai été longtemps à l'UNAFAM, jusqu'au jour où l'UNAFAM m'a proposé de suivre une formation premier secours en santé mentale. Donc, je suis partie en 2019 à Paris suivre 2 jours, et je suis rentrée en me disant, mais pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas dit tout ça avant ? Pourquoi est-ce que c'est maintenant, 20 ans après, puisque ça remonte à 2019, qu'on me donne cet outil. Alors à la suite de ça, je me suis dit, mais bon, cet outil c'est très bien, mais il ne faut pas que je me le garde pour moi, parce qu'on avait vécu, comme toutes les personnes concernées, la stigmatisation. Et je me suis dit, mais plus on en parlera, plus on arrivera à faire évoluer le regard de toutes les personnes. Et donc je suis devenue instructrice PSSM. Et j'ai aussi participé à l'adaptation du module jeune pour une raison aussi qui pour moi est très importante. Je me suis beaucoup posé la question de savoir si, avec les connaissances que j'ai acquises via l'UNAFAM et via PSSM, j'aurais pu détecter plus tôt les premiers prémices d'une maladie chez mon fils, et si j'aurais pu mettre plus tôt en place toute cette notion de rétablissement que le professeur Franck, aidé à mettre, puisque c'est pas moi qui l'aurais mise en place. Donc voilà un petit peu le pourquoi je me suis aussi complètement engagée dans le module jeune. Bien, merci Agnès. Je reviendrai parce que j'ai au moins 2 petites questions pour vous ensuite. Mais laissez-moi vous présenter Caroline Gianninazzi, qui est actuellement... je ne peux pas être complet tellement vous m'avez raconté de choses. Je vais essayer de faire la synthèse. Vous exercez à l'AP-HM de Marseille en tant que médiatrice santé et père aidante. Vous avez vous-même été confronté de près et de loin, de droite et de gauche et de haut et du bas à la psychiatrie. Vous avez été accréditée formatrice INFIP depuis 2020. Et enfin, pour ne pas être trop long, un point important, parce que c'est un mot qui est revenu très souvent au fil des témoignages depuis le début de l'après-midi. Vous m'avez dit votre engagement, et vous avez souvent employé ce terme, votre engagement comme formatrice PSSM s'est mis en place à travers une association, oui. Et vous m'avez, et je respecte votre demande de la mentionner, Association Solidarité et Réhabilitation, oui. À Marseille. Et vous êtes aussi partie prenante, c'est très important, d'une équipe qu'on appelle EMPP, une équipe mobile psychiatrie précarité, qui sillonne les rues de Marseille et essaye, précisément dans le cadre de ce programme, d'identifier, de pouvoir anticiper et essayer de conduire des personnes qui, souvent, le nom l'indique, sont dans la précarité profonde, vers des dispositifs, des établissements totalement appropriés. Caroline, je vous laisse la parole. Racontez-nous un petit peu comment cet engagement au sein de PSSM s'est construit au fil des années. Alors moi, je tiens à dire que j'ai un côté très militante, de par ma propre expérience de la psychiatrie, hein, que j'ai quand même 22 ans de psychiatrie derrière moi.
Et du coup, j'ai favorisé moi-même mon propre processus de rétablissement, qu'on appelle rétablissement maintenant là, depuis quelques années en France, alors que le rétablissement existe déjà aux États-Unis, au Canada. En France, c'est un terme qui est apparu récemment, il y a une dizaine d'années. Et donc, du coup, cette formation me tient vraiment à cœur parce que déjà, elle m'apporte beaucoup de bienveillance et j'utilise mon savoir expérientiel en tant qu'usagère justement pour apporter des connaissances et des savoirs via cette formation Premier secours en santé mentale. Et du coup, c'est ce processus de rétablissement que moi-même j'ai utilisé et pratiqué. J'en parle aussi dans les formations aux participants qui parfois, eux aussi, sont directement concernés par un proche qui a une problématique de santé mentale. Et donc, du coup, je prends plaisir aussi à raconter mon témoignage en tant que personne concernée dans ces formations. C'est très bien perçu. Les personnes, en général, sont très satisfaites. Et du coup, je suis là aussi pour montrer qu'il y a un espoir. Nicolas Franck l'a très bien dit. Positiver, avoir de l'espoir qu'on s'en sorte. Et que du coup, des personnes malades, bipolaires ou schizophrènes peuvent quand même avoir une vie totalement normale et avoir une qualité de vie tout à fait satisfaisante et mener une vie normale si le processus de rétablissement le permet. Voilà. Et donc, du coup, cette formation aussi permet de changer le regard des personnes qui ont des troubles psychiques. Les personnes arrivent avec leur a priori, leurs préjugés, leurs représentations, et c'est une formation où on déconstruit totalement leur représentation initiale avant les 2 jours, et on voit très bien qu'à la fin des 2 jours standards, leur représentation, leurs a priori se modifient, se déconstruisent, et c'est là un des aspects positifs de cette formation, c'est que les gens ils repartent avec d'autres idées sur les gens qui ont des problèmes psychiques. Et ça, c'est très important. Voilà. Moi, je prône aussi pour une psychiatrie que j'appelle innovante et progressiste, et non plus conservatrice avec des méthodes un peu maltraitantes, excusez-moi de le dire. Voilà. Je voudrais, déjà, on peut vous applaudir. J'ai 2 courtes questions qui s'adressent à vous deux. Peut-être Agnès pour commencer. Par rapport au programme aéré, vous m'avez dit quelque chose qui m'a vraiment intéressé et ça a pris quelques instants pour que je comprenne le sens de la formule que vous avez utilisée. Vous avez dit 2 choses. Vous avez dit, avec ce programme aéré, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas nécessairement toujours entrer en conversation. Ça, c'est le premier élément. Et puis, deuxième élément, vous avez dit, au fond, on pourrait résumer cette démarche comme celle de pouvoir aider sans participer. Est-ce que vous pourriez développer ces deux notions ? Ça marche toujours, oui. Ce que je voulais dire, c'est que contrairement... Alors bon, j'ai l'impression d'être un peu en formation là. Contrairement aux premiers secours en santé physique, les premiers secours en santé mentale, on a le temps. Et quand je vous disais, il ne faut pas toujours rentrer, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps et ça doit prendre du temps. Je pense que... je vous ai dit ça après vous avoir dit que moi, mon approche vis-à-vis des personnes en situation de troubles psychiques, mon comportement avait changé, y compris au sein de ma propre famille. C'est-à-dire que j'ai une autre démarche. Cette notion, cette temporalité, je l'ai complètement intégrée. Alors, bien sûr, on n'oublie pas que les personnes qui sont atteintes de ces troubles sont des personnes en souffrance. Et il faut vraiment le prendre en compte et tout le temps. Et il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats tout de suite et tout le temps. Ça peut prendre du temps. Et ce temps, il est important et pour la personne qu'on a en face de nous et aussi pour nous. Parce que
enfin, quand je vous ai dit, je ne comprends pas pourquoi on ne m'avait pas dit ça avant, c'était simplement pour vous dire que j'avais fait quand même beaucoup d'erreurs vis-à-vis de mon proche, parce que je voulais qu'on parle, qu'il m'explique. Or, lui, ben, il n'en était pas là du tout. Je voulais comprendre, je voulais l'aider à changer les choses. Mon Dieu, chose à surtout pas faire. C'est tout ça, pour revenir à la thématique, moi, c'est tout ça que m'a apporté Aérer. Bien qu'il y a encore des moments où je sens que je fais des erreurs. Je me dis, hop, là, j'aurais pas dû. Mais c'est ça pour moi, Aérer. C'est permettre à chaque personne d'avoir un comportement adapté. Et cette notion de temps, elle est hyper importante dans les troubles psychiques. Merci. Caroline, est-ce que vous souscrivez à la même démarche, cette idée d'aider sans participer? Mais tout à fait, c'est aérer, c'est avoir un comportement adapté, c'est savoir aider, c'est savoir parler, c'est savoir écouter, sans jugement, activement. Et c'est très important ce plan d'action d'Aérer parce que c'est une méthode et c'est enfin un outil sur comment on aide les personnes avec une problématique de santé mentale, chose que auparavant il n'y avait pas. On ne se posait même pas la question de savoir comment on aide les personnes avec une problématique de santé mentale. À part les prises en charge thérapeutiques, les moyens thérapeutiques, que tout le monde connaît. Mais là, enfin, on a un programme, on a une formation qui met un nom à une méthode pour aider les gens qui ont des problématiques de santé mentale. Et c'est très important parce que finalement, cette formation, en plus, elle est ouverte au grand public. Ce n'est pas que des formations pour des professionnels de santé ou spécialisés dans la santé mentale. C'est un outil que le boulanger, que la vendeuse, que le pompier peut aussi acquérir aussi. Donc, et puis moi, je suis très contente d'animer cette formation parce que moi, personnellement, elle m'apporte beaucoup. J'ai découvert une formation très intéressante. Et puis, les participants apportent beaucoup parce que c'est un espace aussi pour libérer la parole. Les participants nous parlent de choses qu'ils vivent au quotidien parfois, leurs difficultés sur le terrain avec les personnes concernées ou avec leur fille ou leur enfant. Donc, aérer, oui, c'est enfin trouver un comportement, une méthode, un savoir-faire, un savoir-être pour aider les personnes. Et est-ce que vous diriez, vous avez parlé de savoir expérientiel. Oui, oui. Diriez-vous que depuis votre première formation donnée, vous avez vous-même changé votre approche au regard des publics qui sont face à vous? Alors oui, mon regard a changé, même s'il y a des choses que je savais déjà, notamment quelques réticences à ce programme, à cette formation, tout le monde le sait. Mais après, je pense que on est là aussi pour apporter un plus. Moi, personnellement, elle m'a permis de monter en compétence, ça m'a permis de compléter ce que je savais déjà dans la santé mentale. Elle m'a permis aussi de mettre en valeur des savoirs que moi j'ai vécu de mon propre processus de rétablissement. Et quelquefois, je vous avouerai même que pendant ces formations, je me permets d'utiliser mon savoir expérientiel pour donner des exemples sur ce que je vis, moi, en tant que professionnelle de santé, ce que je vis sur le terrain avec les usagers. Hein, parce que, bon, je suis donc une usagère de la psychiatrie, mais je suis aussi devenue professionnelle de santé en travaillant avec une équipe pluridisciplinaire, psychiatre, psychologue, assistante sociale. Et donc, du coup, j'apporte des éléments de ce que moi je vis sur le terrain avec les usagers, avec mes collègues de travail. Et c'est enrichissant, ça apporte beaucoup. Moi, ça m'apporte beaucoup personnellement et je pense que ça apporte aussi aux personnes. Avant d'ouvrir la période de questions, d'intervention, j'ai une réaction et qui n'est pas propre à cette table ronde, mais
ce que j'observe dans vos témoignages, c'est quelque chose que je partageais avec Michael Bardonnet avant le début de cette demi-journée. Alors là, je reprends ma casquette de sociologue, qui est un peu mon travail au quotidien. Je me disais, l'assemblée que vous constituez, toutes et tous, comme formatrices, est majoritairement composée de femmes. D'accord ? Vous venez de faire 2 témoignages très personnels et très touchants. Et ce qui m'amène... Alors, on ne va pas donner des explications, elles sont nombreuses, et je pense que là, le cocktail dînatoire ne démarrerait qu'à 23h. Mais votre regard sur cette situation, j'imagine que les choses évoluent, ça on peut le constater, je crois qu'on pourra en parler avec des collègues dans d'autres pays, mais vous avez, est-ce que, en tant que formatrice, vous percevez que l'écoute, l'attention qui vous est accordée est davantage légitimée, à tort ou à raison, parce que vous êtes une femme? Moi, je crois pas du tout. Alors, moi, je vais faire attention à ce que je dis, parce que mon mari est dans la salle. Alors, dans mon cas personnel, ça a vraiment été géré à 2. Le problème, c'est que je m'aperçois que beaucoup de couples ne résistent pas, mais comme dans toutes les maladies, hein, que ce soit des maladies d'enfants, que ce soit des maladies autres que psychiques, que ce soit des maladies physiques, très souvent, il y a des ruptures de couple, et donc c'est vrai que les femmes se retrouvent seules, confrontées... bon. Mais je ne pense pas que le fait d'être une femme m'apporte plus dans le fait d'animer mes formations. Moi, j'ai beaucoup... Vous avez peut-être raison, il y a quand même un petit peu plus de femmes dans les formations que... Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, très honnêtement, j'avais jamais réalisé. Parce que c'est vrai que les messieurs, quand ils sont là, mobilisent peut-être plus la parole. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de femmes. Non, mais je crois que la plupart des personnes auxquelles on s'adresse font partie de professions qui sont quand même très féminines, que ce soit dans tout le secteur sanitaire et social. Bon, c'est vrai qu'on a en face de nous beaucoup plus de métiers qui sont faits par des femmes. Mais bon, moi je trouve non. Moi, j'ai jamais personnellement ressenti ça. C'est ça. Et vous, Caroline? C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes dans les formations, elles sont unanimes. Après, pourquoi il y a très peu d'hommes qui font cette formation? Il faudrait leur poser la question, finalement. Pourquoi voilà. Voilà un joli projet d'enquête du CEVIPOF pour PSSM, probablement. Alors, je dois vérifier l'heure, parce que je crois qu'on est... voilà, il est 18h23. On a quand même... on ne va pas rattraper tout le retard. Là, le moment le plus important, c'est de pouvoir échanger et de confronter des points de vue. Qui souhaite peut-être réagir par rapport au programme aéré? Oui, monsieur. Alors, voilà. Et donc, puisque vous êtes un homme à prendre la parole en premier, il faut que vous nous donniez la raison pour laquelle vous êtes devenu formateur. Oui, très bien. J'ai suivi la formation très récemment. Elle s'est terminée mercredi dernier. Donc, je suis tout jeune secouriste. Bravo. Et j'avais une question par rapport au plan aéré, au plan d'action. Le E, écouter activement et sans jugement. Je me souviens qu'il y avait 3 attitudes à avoir, l'acceptation, la sincérité et l'empathie. Et en fait, je me suis dit que c'était vraiment super long de développer ces attitudes. Enfin, ça devait prendre toute la vie. Il y avait un philosophe qui disait la sagesse, c'est 50 ans de pratique. L'acceptation, l'empathie et la sincérité, c'est la même chose. Enfin, je me suis dit que voilà, ça devait, c'était un long cheminement de devenir. Agnès, Caroline, comment vous gérez vous-même ce E? C'est vrai que ce E, il est compliqué. Moi, c'est plutôt...
moi, sans jugement, en tant que proche aidante, c'est toujours sans jugement, parce qu'on ne peut pas juger. Mais c'est vrai qu'à faire passer... Alors, je ne vais pas vous refaire quand même le E de aérer, mais on est programmé pour juger. Il n'y a pas... Bon. Le tout, c'est d'arriver à ne pas juger. Et comment est-ce qu'on peut y arriver? Plus on connaît, plus on a de connaissances, plus on peut prendre du recul par rapport à la personne que vous avez en face et que vous allez aider. C'est ça, c'est avoir suffisamment de connaissances pour prendre du recul. C'est quelque chose que j'essaie d'appliquer à chaque fois parce qu'il ne faut pas que mon histoire personnelle vienne, comment vous dire, rejaillisse trop sur mon rôle de formatrice. Donc c'est vraiment pour prendre du recul, et c'est la même chose avec ARE, c'est prendre du recul pour ne pas juger. Mais vous y arriverez, vous inquiétez pas. Ça a mis 10 ans pour moi. Alors moi, ce fameux E d'écouter activement et sans jugement, bon déjà je le pratique souvent dans ma pratique professionnelle, surtout l'empathie évidemment, hein. Mais moi je dirais aussi que c'est une manière de respecter la personne en tant que telle, et de ne pas voir la personne qu'en tant que malade, mais une personne aussi en tant qu'individu et qu'être humain, hein. Je pense que c'est important aussi de prendre en considération les personnes de cette manière. Et voilà, c'est respecter aussi la parole de l'autre, qu'elle soit entendue, comprise et validée finalement. Voilà. Et après, il y a des techniques qu'on apprend en formation, comme la reformulation, les questions claires. Mais en tout cas, pour moi, ce E, il symbolise vraiment le respect de l'autre. Surtout le non-jugement, parce que Agnès, elle a très bien dit, on est tous dans le jugement, on est tous dans la critique, c'est comme ça. Mais là, ce non-jugement, pour moi, est très significatif, parce que c'est prendre en considération l'autre dans ce qu'elle essaie de nous dire d'important pour elle, finalement. Merci, Caroline. Alors, deux prises de parole. Allez-y. Oui, vous m'entendez. Du coup, c'était juste pour réagir à ça. Pour moi, personnellement, écouter attentivement et activement, c'est aussi prendre conscience des jugements qu'on peut avoir et des stéréotypes qui viennent naturellement. Et c'est donc vraiment se connaître soi-même. Et c'est aussi ce qu'on apprend avec PSSM, c'est aussi, voilà, on se retrouve dans certains items, etc. Et c'est se connaître, savoir quel jugement on peut avoir vers telle ou telle personne. Et du coup, s'analyser un peu pour s'empêcher un peu de juger dans ce qu'on va dire et dans nos réponses. Voilà, c'est tout. Merci. Alors, si je peux me permettre, pour rebondir, l'objectif, hein, pour moi, hein, c'est mon avis personnel, mais l'objectif de tout ça, c'est quand même l'humain, c'est humaniser la santé mentale, c'est humaniser la psychiatrie, en fait. Ce n'est plus percevoir la personne comme étiquetée malade, schizophrène, bipolaire, dépressif, des mots qu'on entend tous les jours, surtout de par les médias et les journaux, mais c'est humaniser l'autre, c'est la prendre en considération en tant qu'individu et en tant qu'être humain. Le meilleur exemple, c'est qu'on ne présente jamais quelqu'un comme étant une diabétique. Pourquoi est-ce qu'on le fait en santé mentale? Et ça, PSSM y répond. Mesdames. Alors moi j'ai une petite question, Agnès. Tu disais tout à l'heure... Ah, tu vois, c'est Christelle. C'est Christelle. Tu disais tout à l'heure, j'ai cherché à faire le programme Jeune pour savoir si j'aurais pu identifier les signaux préalables. Est-ce que tu as eu la réponse? Bien sûr que non. Non, d'autant plus qu'il y a des signaux, mais est-ce qu'obligatoirement ils débouchent sur une maladie? Non, bien sûr que je n'ai pas la réponse. Mais ça me permet... Alors, comment dire? Ça me permet de me dire tout ce qui m'a manqué à ce moment-là, je ne voudrais pas que ça arrive à d'autres personnes. Se dire que plus on en parlera, d'abord je reviens sur les idées fausses,
ça fait énormément de mal, non seulement à la personne qui est malade, mais à aussi tout l'entourage. Hein. Quand on entend, que ce soit à la télé, que ce soit... Et c'est aussi, pour répondre à ta question, Christelle, non, j'ai pas eu la réponse, mais je peux pas l'avoir, la réponse. La réponse, je l'aurai pas. Mais à chaque fois, je me dis que si les personnes sont plus sensibilisées, moi, en refaisant le film, je me dis, tiens, là, effectivement, il y avait peut-être quelque chose. Je ne peux pas dire qu'il y avait quelque chose, je ne suis pas soignante. Mais je me dis, j'aurais peut-être pu être alertée un peu plus tôt que me retrouver... voilà. Moi, c'est surtout faire changer l'image et de la maladie et du comportement qu'on peut avoir vis-à-vis des malades. Vis-à-vis de... Alors, quand je dis malade, non, je ne devrais pas dire malade. Vis-à-vis de personnes atteintes de troubles psychiques. C'est vraiment ça qui, pour moi, est la chose la plus importante. Et vraiment, je continuerai jusqu'au bout à essayer de faire changer ça. Parce que, et pour les personnes, parce que moi, j'ai la chance de travailler avec des pères aidants, des médiateurs de santé pères à l'hôpital. Et qu'on soit soi-même, qu'on ait été à un moment de sa vie atteint de troubles, qu'on soit un proche, qu'on soit quelqu'un, le boucher, le charcutier, il faut qu'on arrête de considérer ça comme quelque chose, d'abord qu'on doit cacher. Pendant longtemps, on n'en parlait pas, hein. On ne parlait pas de la santé mentale. Donc maintenant, il faut absolument s'engager à faire tomber toutes ces barrières. Et je crois que pour ça, PSSM... Ah pardon, excuse-moi. Pour ça, PSSM est un outil puissant. Oui. Alors, je rejoins tout à fait Agnès que c'est exactement ce que tu as dit. Hein. C'est casser le tabou finalement. Casser le tabou. Parce que c'est tabou de dire qu'on a un trouble psychique. Depuis des années, c'est tabou. On n'ose pas en parler, on le cache, on est en déni, on est en non-acceptation, on refuse de l'aide. D'ailleurs, il y a une diapo sur pourquoi la personne ne veut pas demander d'aide, de l'information. Donc c'est tabou, ça fait peur aux gens. C'est ça qui est... Et donc du coup, on essaie de changer tout ça, on essaie d'innover la psychiatrie constamment, le rétablissement, les médiateurs, les premiers secours en santé mentale. Il y a des choses qui commencent à bouger dans la psychiatrie. Donc, je pense que c'est ça aussi, hein, c'est de permettre aux gens de parler, de changer le regard, oui. Alors, Madame. C'était juste une remarque, hein, qu'effectivement, il me semble qu'il y a cette vision sociétale qui doit changer, bouger, puisque souvent on voit les personnes malades ou atteintes de troubles, notamment psychiques, comme uniquement des personnes vulnérables, hein, le côté handicap, et que la personne est tout à fait entière et aussi a des capacités, et a des choses à apporter. Par contre, il ne faut pas que la société prône seulement l'épanouissement à son maximum, qu'on a le droit de traverser des passages ou des difficultés, voilà. Et ce message positif, bien sûr, par rapport au rétablissement. Merci. Alors, il y a 2 prises de parole. Monsieur à gauche. Pendant que le micro arrive, je voudrais juste vous partager avec vous, en vous écoutant, ce que monsieur tout au fond, on a parlé tout à l'heure avant le début de la table ronde. Je crois que c'est Marc, si je ne dis pas de bêtises, mais j'ai peut-être mal retenu le prénom, qui me disait quelque chose de très simple et je trouvais à la fois très crucial.
quand on est engagé dans ces formations, c'est aussi une forme de cohérence avec soi-même. Et donc il y a un chemin, il y a une démarche, et je crois que c'est très juste, hein, les propos que vous teniez. Et quand je vous écoutais, Agnès, cette idée de cohérence avec soi-même, elle contribue fortement finalement au regard que vous allez faire porter sur des personnes qui ne sont pas encore forcément ni socialisées, ni alertées à cette manière d'appréhender la question de la santé mentale. Alors, monsieur, vous vouliez prendre la parole. Oui. On a beaucoup parlé du premier E de ARE. Je suis aussi formateur et je dis je viens du social, je ne viens pas du champ du sanitaire. Et dans le changement d'image face au groupe en formation, je sens qu'il y a un vrai enjeu aussi à changer le regard sur ce deuxième E, d'encourager aller vers le soin. Et comment, quand on entend un Nicolas Franck, on peut aussi témoigner que la psychiatrie aujourd'hui, c'est une psychiatrie qui va vers le rétablissement. Ce n'est pas que les médicaments, l'enfermement, etc., etc. Choses qui sont souvent les éléments les plus médiatisés. Et donc, on a, je pense, autour de PSSM, aussi participé à ce qui est un slogan de Santé mentale France, réenchanter la santé mentale et la psychiatrie. J'espère que derrière les jeunes formateurs et gens formés, on va aussi avoir demain des professionnels qui auront envie de travailler dans ce secteur. Alors qu'aujourd'hui, il y a des discours qui les font plutôt fuir. Donc, ce n'est pas une question, mais vous pouvez réagir toutes les deux. Mais je crois que ça rejoint quelque chose que vous aviez évoqué avec moi en disant cette formation, elle est indispensable et que c'est la période où effectivement le terme de santé mentale est très important. Mais n'oublions pas que le secteur de la psychiatrie va très très mal. Il va très très mal en termes de moyens humains. Ça peut paraître une lapalissade que de dire il manque de moyens financiers, mais c'est aussi une réalité. Et que, au fond, pour que de tels programmes comme PSSM puissent également s'appuyer sur d'autres acteurs, où là, cette fois-ci, on est dans le soin, encore faut-il que le secteur de la psychiatrie soit en meilleure santé. Hein, excusez-moi du jeu de mots, mais cette santé financière et cette santé de personnel, aujourd'hui, fait cruellement défaut. Oui. Alors moi, ça fait 22 ans que je fréquente la psychiatrie et les hôpitaux. Plus près. Faut que je parle plus près. Ça fait 22 ans que je fréquente la psychiatrie et les hôpitaux psychiatriques. Ça a évolué en 22 ans. Il y a 22 ans, un tout petit détail, les familles, mais je ne sais plus qui en a parlé ce matin, les familles étaient absolument pas acceptées dans l'hôpital. Ça commence à changer. Il y a encore un travail énorme à faire. Mais ce travail, il ne pourra se faire que si on règle ce problème. Enfin, moi, je viens d'un hôpital où il y a quand même 30% de personnel soignant de postes qui ne sont pas occupés. Ça veut dire que les 70% de personnes qui restent font un travail énorme et que tout ce qui est, tout ce côté parole, parler avec le malade, il y a de moins en moins de temps de le faire. Donc c'est vrai qu'il faudrait vraiment mettre un coup d'accélérateur sur la psychiatrie. Moi, je vous en parlais là. Moi, je fais partie d'une génération qui a connu le plan cancer. On ne parlait pas du cancer avant. On disait, il est mort d'une longue et douloureuse maladie. Et puis un beau jour, on a mis en place le plan cancer. On a commencé à en parler. On a mis des moyens financiers. On a mis une vraie volonté de l'État. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre en place un plan psychiatrie ? Moi, je dis, qu'est-ce qu'on attend ? C'est-à-dire des moyens humains, des moyens financiers. Ça s'est fait pour le cancer, ça s'est fait pour le sida. Qu'est-ce qu'on attend pour la santé mentale ? Moi, c'est la question que alors, j'en parle à chaque fois. Moi, je pousse là-dessus. Peut-être que si on est plusieurs millions à en parler, ça fera... Mais pour moi, c'est vraiment... Parce que c'est vrai, quand on discute avec les soignants, mais ils ont l'impression de moins en moins bien faire leur travail. Ils n'ont plus le temps. Effectivement, ils ne sont pas assez nombreux. Je regardais que les souhaits des médecins,
des jeunes internes vers la psychiatrie. Je crois que cette année, la psychiatrie est arrivée en avant-dernier, juste avant la médecine du travail. Ben oui, mais... bon, mais on est tous là, nous, pour faire avancer la machine. Si on... Alors, redorer l'image de la psychiatrie, il y a du boulot, hein. Mais si on fait avancer les choses, on participe tous à ce mouvement. Et je crois que on a tous été très marqués par la Covid, mais on a un moment charnière, on recommence à beaucoup parler de l'anxiété, de la dépression chez les jeunes. Eh bien, engouffrons-nous là-dedans. Si on en parle, c'est peut-être le moment de faire avancer les choses. Pensez à ce plan santé mentale. Merci. Madame. Je voudrais juste réagir par rapport à ce que je viens d'entendre sur le encourager à aller vers des professionnels. Ce sont bien des professionnels, il n'y a pas que nos amis les soignants. Hein, et c'est quand même ce qu'on véhicule aussi dans cette formation. C'est de rappeler, et je pense que c'est aussi pour moi quelque chose d'important dans cette formation, c'est que finalement, plus on sera nombreux à être formés en tant que secouristes, et mieux on pourra aider les uns et les autres, et qu'il n'y a pas que les soignants qui peuvent aider. Bien sûr qu'ils ont leur rôle. Bien sûr que quand la personne ne va vraiment pas bien, les soignants ont leur part, et bien sûr qu'il faut plus de fonds pour la psychiatrie. Mais peut-être que, enfin, en tous les cas, moi, ce qui m'a amenée à être formatrice PSSM, c'était aussi pour pouvoir porter cette approche de l'autre, et d'accepter l'autre dans ce qu'il est, et même quand il ne va pas bien, on peut l'aider, on peut l'accompagner, même si on n'est pas un soignant. Et ça, je pense que c'est aussi important, en fait, dans cette approche-là qu'on a de l'autre. Merci pour ce témoignage et cette précision. Alors, une main s'est levée ici, et monsieur ensuite. Oui, donc moi je suis issue du travail social, du secteur médico-social, et je voudrais d'abord merci pour ces journées parce que oui, il faut continuer, oui, il faut changer les mentalités, y compris dans les structures où des gens sont pseudo-formés. Donc je m'explique, je rebondis sur ce que disait la dame ou le monsieur là tout à l'heure. Le E encouragé vers les professionnels, quand on en parle au grand public, ils découvrent, c'est normal, tout le monde n'est pas concerné. Il faut savoir que dans le secteur médico-social, où le handicap psychique est rentré depuis 2005, la majorité des éducateurs qui sortent des écoles n'ont aucune formation sur cette question-là. La majorité des assistantes sociales non plus. Et aujourd'hui, donc c'est un fabuleux outil et on en parle et tant mieux, mais quand on pourra aussi rentrer dans ces écoles, je pense que ça sera très intéressant à une grande échelle, parce que ce sont aussi, et je n'engage que moi, des soignants, parce que le social soigne, et on peut tout à fait amener, je rejoins la dame, par l'écoute, par ce que l'on sait et la bienveillance dans le moment où l'on est, à faire réfléchir et amener les personnes vers le soin. Juste pour l'anecdote, j'accompagne un monsieur qui a arrêté son traitement depuis plusieurs semaines, qui ne va pas bien. J'ai eu une injonction de mon directeur général il n'y a pas longtemps d'arrêter l'accompagnement. J'ai refusé. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que l'institution ouvre le parapluie. S'il m'arrivait quelque chose, s'il arrivait quelque chose aux salariés qui serait, on ne sait pas trop quoi, parce que la personne, là, on ne la voit plus, la personne. On voit la personne qui est un peu excitée, et de suite, on passe aux médias, le schizophrène qui a tué, ou je ne sais pas trop qui. Et là, on se dit, mais on est dans un milieu qui est plutôt initié, qui devrait l'être. Et franchement, vraiment, il faut continuer. Le plan santé mentale, je suis complètement d'accord avec vous. Il faut vraiment aller à des moyens beaucoup plus importants. Merci. Monsieur. Merci pour votre intervention. Je voulais vous poser une question par rapport à la façon que
que vous avez de voir l'impact sociétal de cette formation. Je vais m'expliquer. Sorti d'une guerre horrible, l'OMS a refondé la notion de santé. Et dans la notion de santé de l'OMS, on parle bien sûr de santé physique, de santé psychique, on pourrait dire santé mentale, mais aussi de santé sociale. Or, cette notion est une notion qu'on n'aborde pratiquement jamais. Or, notre société, et on le voit bien, elle va mal. Donc la question est la suivante. Elle va mal aussi parce qu'il y a des communautarismes qui se mettent en place, il y a des dimensions d'extrémisme qui se mettent en place, de plein de choses, et qui peuvent néanmoins, même s'il ne s'agit pas de psychose, ils peuvent témoigner d'une souffrance généralisée de nos concitoyens. On a parlé cette matinée de mouvements comme mouvement citoyen. Comment est-ce que vous inscrivez votre intervention? Est-ce que vous êtes conscient qu'au-delà du soin ou du premier secours, il y a peut-être, je dis peut-être, un impact sociétal fort à penser notre existence comme un prendre soin chacun des autres? Alors, moi, oui, évidemment, c'est prendre soin des autres, c'est prendre soin de soi-même aussi. Et après, il y a cette question aussi de citoyenneté qui est très présente dans cette formation, retrouver une citoyenneté. Et il y a aussi cette question d'utilité sociale, parce que finalement, quand on est utile, quand on aide, c'est gratifiant pour nous personnellement, mais c'est aussi apporter un peu de notre personne à l'autre aussi. Donc le monde va mal, c'est évidemment ça, c'est pas une découverte. Il faut faire avec ce qui se passe dans le monde actuel, malheureusement, il faut faire avec, il faut vivre avec ça. Et nous, même si c'est une goutte d'eau dans la mer, ben, tant pis, on est là, on a des convictions, on a des idées en tête, on les met en pratique. Et je pense qu'après, il ne faut pas trop se poser de questions. Moi, j'ai des objectifs et des buts quand je fais ces formations. Je les transmets, mes attentes, mes désirs. Voilà, ça m'apporte. Je suis contente. Ça m'apporte personnellement. Donc, moi, je dirais que l'utilité sociale, pour moi, elle est importante dans ce cas-là. Voilà. Je reviendrai sur ce que vous avez dit. Je suis persuadée qu'en France, on a fait une erreur, c'est-à-dire que quand on voit les programmes qui sont donnés à nos tout petits dans le primaire, on parle beaucoup de la santé physique. On apprend à bien manger. Dans les pays anglo-saxons, dès cet âge-là, on a mis l'enseignement de la santé mentale au même titre que la santé physique. C'est-à-dire, on a une santé mentale, il faut en prendre soin, il faut s'intéresser à son camarade d'à côté. Ça se met en place dès le plus jeune âge. Et là, pour moi, ça fait aussi partie du plan de santé mentale. C'est-à-dire, dès le plus jeune âge, un petit gamin de 5 ans qui s'aperçoit que son copain ne va pas bien, on n'est pas habitué en France à lui demander « Comment tu vas ?» Non. Faire prendre conscience aux enfants qu'il est aussi important de prendre soin de sa propre santé mentale et de celle de ses copains que de sa propre santé physique, ça démarre aussi par là. Mais je crois que les pays anglo-saxons sont plus avancés que nous pour ça. On a du retard. Et je ne parle pas du Canada.